Merci. Monsieur Le Borgne, au titre de la Commission des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Rapporteur pour avis au titre de la Commission des Affaires étrangères sur la mission écologie, développement et mobilité durable, je me suis attaché dans mes travaux et mes analyses préparatoires des semaines écoulées à suivre prioritairement le sujet climatique pour des raisons évidentes, tendant bien sûr à l'imminence de la conférence Paris Climat 2015, mais plus fondamentalement à l'urgence absolue que ce sujet constitue pour l'avenir même de la vie sur Terre. Une réalité permet d'illustrer cette urgence. La concentration de CO2 dans l'atmosphère se mesure en ppm, parties par million. Le niveau de 450 ppm est celui au-delà duquel les scientifiques assurent que la température terrestre augmentera de plus de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, rendant alors les dérèglements climatiques incontrôlables. La concentration était de 270 à 280 ppm au début du XIXe siècle. Elle est désormais de 400 ppm. Or, si les tendances actuelles se poursuivaient, le seuil des 450 ppm serait atteint sous 20 ans, et si l'on stabilisait juste le niveau des émissions, il le serait sous 30 ans. Chers collègues, cette réalité des chiffres et des mesures nous montre que pour l'humanité, il est minuit moins une. Les émissions de CO2 dépendent directement du mode de production d'énergie. Près de 50% de ces émissions sont liées à la production d'électricité et de chaleur. En 2012, au niveau mondial, la consommation de charbon restait avec 44% la principale source de CO2 dans le total des émissions liées à la consommation de combustible, devant le pétrole avec 35% et le gaz naturel avec 20%. Dans le monde, les principaux utilisateurs de charbon pour la production d'électricité sont la Chine, puis les États-Unis et l'Union européenne. Dans l'Union européenne, 3 grands États membres charbonniers demeurent, que sont l'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni. Depuis ces toutes dernières années, un basculement progressif, mais lent, du bouquet énergétique vers des énergies décarbonées ou faibles en carbone est intervenu, et il faut s'en réjouir. Les résultats restent cependant insuffisants, même sur les énergies renouvelables, secteur que je connais en raison d'un parcours professionnel passé. Le coût des énergies renouvelables a considérablement baissé depuis 2010, mais de manière inégale entre régions du monde, l'Europe étant fort heureusement largement en pointe de ce mouvement. Le déploiement des énergies renouvelables requiert toujours de lourds investissements et se heurte au double écueil de la gestion de l'intermittence et de l'absence de solutions de stockage. La France, grâce à la loi sur la transition énergétique que vous avez portée, Madame la Ministre, a montré une part de chemin. Et je connais d'ailleurs depuis le plan solaire de votre région, Poitou-Charentes, votre passion pour les énergies propres, décarbonées et sources de développement local. Je sais également le travail que vous menez auprès des milieux de l'industrie verte et de la finance verte. Aussi ai-je pour vous une série de questions précises sur les conditions du succès de la conférence Paris Climat 2015, dont la première est: quels ont été les résultats de la dernière réunion des parties à Bonn il y a tout juste quelques jours? La seconde, que peut-on attendre des prochaines échéances, à savoir la pré-COP qui se tiendra à Paris dans quelques jours et la réunion du G20 à Antalya en Turquie juste après? À quelle date la clause de révision, qui est le sujet essentiel pour le succès de la COP 21, devrait-elle commencer à jouer au regard des nombreuses et souvent encourageantes contributions nationales reçues? Faut-il institutionnaliser pour l'avenir l'agenda des solutions et valoriser ainsi le rôle majeur joué par l'industrie grâce aux progrès technologiques sans cesse renouvelés et bien sûr par l'intervention du secteur financier? Quel rôle peut ou quel rôle doit jouer la Banque européenne d'investissement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, tant à l'intérieur de l'Union européenne bien sûr, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne? Et puis enfin, tiendra-t-on les objectifs financiers fixés au Fonds vert pour le climat pour 2020? Telles sont les questions que, du côté de la Commission des Affaires étrangères, je souhaitais vous poser, en vous remerciant à l'avance pour les réponses que vous y apporterez. Merci, Monsieur Le Borgne.